Ok. J'ai utilisé beaucoup d'emojis, parce que je trouve ça cool. Euh, qui connaît le terme digital nomade? Ou a entendu parler Ok, ouais, tout le monde, plus ou moins. Avant de commencer, je pense que je vais déterminer un petit peu le terme digital nomade pour qu'on soit un petit peu tous sur la même page. Digital nomade, c'est quelqu'un qui travaille et voyage en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un petit peu un mot, je dirais pas tard, parce qu'il y a des gens qui se disent digital nomade et qui sont 9 mois dans la même destination et qui prétendent être digital nomade. Ça englobe énormément de gens. Ça englobe aussi des gens qui sont remote workers, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans une destination, par exemple sur Paris, et qui sont remote avec leurs clients ou avec leur entreprise. Donc voilà, digital nomade, c'est un petit peu, je dirais, l'accès au freelance a été pour les gens qui, comment dire, pour les gens qui, c'est là où c'est le moment où je suis stressé. Je dirais que digital nomade, c'est beaucoup de gens qui ont été freelance et qui ont maintenant besoin de challenge pour aller chercher d'autres choses. C'est-à-dire, ok, maintenant je suis freelance, j'ai mes clients, ça marche, j'arrive à générer des revenus. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Donc, en tout cas, c'est comme ça pour moi que ça s'est passé. C'est-à-dire, j'étais freelance et après, j'ai décidé de devenir digital nomade. C'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur mon expérience, essayer de vous partager. Je ne vais pas raconter ma vie pendant 30 minutes parce que ça ne va pas être super intéressant. Mais je vais essayer de vous donner 2-3 astuces qui, moi, m'ont permis d'avancer et de pouvoir aussi me lancer en tant que digital nomade. Donc, j'ai 27 ans, je suis français. Certaines personnes pensent que je suis canadien, mais je suis français. Je suis freelance depuis 8 ans. Je suis développeur, donc développeur front-end en JavaScript. J'ai notamment fondé Nomad House, je vais en parler un petit peu plus dans la présentation. Boîte Cocotte, ça n'a pas trop de rapport, mais c'est juste pour faire genre. Ça fait 3 ans maintenant que je voyage et que je travaille en même temps. J'ai fait 24 pays en tout, c'est-à-dire beaucoup d'Asie, l'Amérique centrale, un petit peu d'Europe. Donc vraiment essayer de bouger un petit peu partout pour visiter de nouvelles cultures et rencontrer de nouvelles personnes. J'aime les pâtes et je suis sur Twitter. Ok, c'est parti. Donc, comme j'ai dit, je vais revenir sur mon histoire, essayer de vous donner les points positifs et aussi les points négatifs. Il y a beaucoup de gens sur le web qui partagent le rêve de pouvoir travailler sur la plage et de pouvoir vivre de ça. Malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Après, je vous donnerai. Après, c'est plus une série d'astuces que moi j'aimerais partager, qui sont comment démarrer sa vie de digital nomade, les meilleures destinations qui pour moi sont les meilleures pour commencer. Parce qu'il y en a des plus faciles que d'autres, forcément. Si vous rentrez en fin fond de la Bulgarie, c'est plus compliqué qu'à Bali ou des choses comme ça. Une façon que moi j'ai trouvé de m'organiser pour pouvoir continuer à avoir mes clients, parce que de leur dire que vous travaillez à Bali et sur la plage, des fois ça cloche de temps en temps. Du coup, essayer d'allier le côté, comme l'a dit mon cher hôte, de pouvoir allier et profiter des destinations où je vais et en même temps pouvoir travailler et avancer dans ma carrière professionnelle. Rencontrer des gens, c'est important. On verra que les gens qui nous comprennent, c'est encore mieux. Et forcément, trouver les meilleurs endroits pour travailler. Ma petite histoire. Alors, j'ai voulu faire un graphe parce que sinon, ça faisait plein de points et c'était moins drôle. Donc, en 2012, j'étais freelance à Paris. Pareil, comme je l'ai dit, j'avais besoin de bouger, envie de découvrir de nouvelles choses parce que je suis un petit peu allé à droite à gauche, j'avais envie de nouveaux challenges. Je pars en voyage avec des amis à Montréal. Je tombe amoureux de Montréal parce que c'est français, c'est une ville qui est assez moderne, il y a beaucoup de freelance, il y a beaucoup de gens qui font la même chose que nous. Donc c'était une ville assez simple pour commencer. Du coup, je pars 2 semaines, je reviens et 1 mois après, je partais pour 6 mois. C'est-à-dire sans préparation, je suis quelqu'un qui fonce et qui trouve les solutions après. Du coup, ça m'a causé quelques problèmes, on le verra après. Du coup, sympa, une expérience super cool. Je rencontre des gens, pareil, je rencontre des gens qui travaillent beaucoup en remote parce que, comme l'a dit Valentin, il y a beaucoup de gens qui sont remote. La culture du remote sur une terre anglo-saxonne, c'est plus dans leur mœurs. Du coup, ça m'a permis de goûter au monde du travail en remote et de me dire, bah oui, pourquoi pas, moi aussi je peux le faire. Du coup, je fais 1 an et demi, c'était super cool, j'ai rencontré énormément de gens. Mais pareil, encore une fois, j'avais besoin
de nouvelles horizons. C'est-à-dire, j'avais besoin de... voilà, j'avais fait une première étape dans le voyage et après, on fait quoi? Donc, moi, ça a été la découverte du terme digital nomade. Donc, de plus en plus, j'ai commencé à rechercher. Je ne sais pas si vous faites ça vous aussi, vous allez sur Google et vous lisez exactement tous les articles qui parlent de digital nomade. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Et c'est là que j'ai vu un site qui s'appelle Nomadlist. Qui a entendu parler de nomadlist.com? Nomadlist.com, c'est un site qui permet de... Enfin, qui liste toutes les villes qui sont les meilleures pour les gens qui voyagent et travaillent en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, généralement, quand on voyage et travaille en même temps, on a envie d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. On a envie d'avoir plusieurs types de cafés pour pouvoir travailler d'un café ou travailler d'un coworking. Mais aussi la présence de est-ce que c'est safe pour les gens qui voyagent, est-ce que c'est comment on dit ça, est-ce qu'on a la facilité de s'intégrer en tant qu'étranger est facile ou pas. Tous ces petits détails qui paraissent pas énormes sur le papier, mais quand on commence à se confronter à plusieurs types de cultures, c'est intéressant de savoir s'ils acceptent les étrangers ou pas. Je découvre Nomadlist, ça a été tremblement de terre pour moi, j'ai commencé à contacter le fondateur, je lui ai dit « Ah, c'est cool ce que tu fais ». On a commencé à parler sur Twitter, qui est une plateforme géniale d'ailleurs. Ça m'a permis de me rapprocher de cette personne qui était un peu vue comme le fédérateur de la communauté digital nomade, une personne super ouverte qui avait pour but de rassembler un petit peu les gens autour de ce terme digital nomade. Il n'y avait pas beaucoup de choses avant, il a donc créé un Slack. J'ai pu interagir avec des gens qui étaient dans ce domaine-là et me dire « Ah, ok, ça commence à être concret plus que regarder des articles et rêver dans mon canapé. » Et sur cette décision, je rentrais en France en novembre 2014. Et en rentrant, j'ai pris un billet pour partir à... C'est là que les galères commencent. J'ai pris mon ticket pour partir à Bali, mais je n'ai pas eu assez d'argent, du coup je me suis arrêté à Bangkok. Je devais rencontrer cette personne à Bali, parce qu'on s'est dit, ah bah viens à Bali, on va pouvoir discuter en vrai, etc. Du coup, je n'ai pas pu aller jusqu'à Bali, mais par chance, lui est venu à Bangkok pendant 3 mois. Donc ça a été un petit peu, je dirais, le côté mentor qui s'est un petit peu installé au fur et à mesure avec cette personne. Il m'a un petit peu pris sous le coude et me dit, et un peu dirigé dans ce monde de digital nomade. Donc j'arrive à Bangkok, je le rencontre, on accroche énormément, il m'aide, etc. Et puis au fur et à mesure, je deviens administrateur sur nomadlist.com. Et on était à cette époque 200 à 300 personnes sur la plateforme. Donc c'était encore taille humaine, mais pas non plus conséquente comme Comet par exemple aujourd'hui. Donc on était la plupart en Asie du Sud-Est. On pouvait se rencontrer à Bangkok, on était capable de discuter des problèmes que la communauté rencontrait ou des choses comme ça. Et c'est là où moi j'ai décidé de fonder Nomad House. Qu'est-ce que c'est Nomad House? C'est les digital nomades, on aime bien traîner ensemble. C'est-à-dire on aime bien être avec des digital nomades et c'est un petit peu ce côté ah bah il me comprend, j'ai pas besoin d'expliquer que je voyage, que je travaille en même temps, c'est assez compliqué pour certaines personnes de comprendre. Un peu des gens qui sont, pas qui se la pètent un peu, mais légèrement. Et du coup, je me suis rendu compte que tout le monde voulait voilà, vivre un petit peu ensemble, pouvoir profiter et se sentir un petit peu comme une communauté autour de nous. Je tourne le dos, ça ne se fait pas. Et du coup, Nomad House, ça a commencé un petit peu comme un Airbnb pour digital nomade. Donc Airbnb pour digital nomade, c'était, en gros, on a des espaces dans le monde qui permettent d'accueillir des gens de type digital nomade. Et comme ça, on partage, ça peut être 15 jours, 30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec des gens qui sont dans le même état d'esprit et qui sont dans le même, disons, dans le même jus. C'était génial sur le papier, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai dû pivoter pour être un peu plus une forme de retraite. Donc retraite, qui est familier avec le terme retraite? Ok. Retraite, en gros, c'est pendant 10 jours, vous venez. Vous avez besoin de vous soucier de rien. Nous, on s'occupe de tout, on gère la logistique, on gère de s'occuper du coworking, de l'espace où vous allez vivre, du petit déjeuner. Je viens même vous border le soir, etc. Enfin, c'est vraiment un package complet, vous n'avez rien besoin de vous soucier. Et du coup, ça a pris beaucoup plus parce que les gens l'utilisaient comme
une première expérience dans le monde digital nomade. C'est-à-dire au lieu de partir à l'aventure et me dire oh, je vais y aller tout seul et rencontrer des gens tout seul, là le truc qui est bien c'est que nous on s'occupe de vous ramener les gens et du coup vous avez juste besoin de profiter et voilà, de connecter avec les gens et de discuter. Enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez, je suis pas c'est pas moi qui dirige votre vie, mais en gros c'était le truc. Du coup on a fait plusieurs trips, on a commencé par Lisbonne, on a été à Bali, Budapest, Playa del Carmen au Mexique, Costa Rica. Donc tout ça dans la première année, ça s'est goupillé un peu super bien. J'avais encore des missions freelance, donc j'alliais un peu tout en même temps. Et c'est là que ça a commencé un petit peu, au lieu que ça monte tout court, là on est ici, au lieu que ça monte tout le temps, j'ai commencé à avoir quelques galères. Notamment, vu que je suis parti à l'arrache, je suis parti sans mission, sans client, sans rien, sans économie. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas pu aller à Bali, mais je me suis arrêté à Bangkok. Je suis vraiment parti à l'arrache. Donc, sur les 3 premiers mois, ça va, parce qu'on arrive de trouver des fonds à droite à gauche. Et puis après, ça a commencé à être un peu plus soucieux. Parce que quand vous n'avez pas d'argent à l'étranger, bah, c'est plus compliqué. Il n'y a personne qui peut vous dire bah, viens chez moi ou quoi que ce soit. Donc, ça a été vraiment une période un petit peu compliquée. Je reviendrai dessus après. Jusque-là, ça va très bien. 2016-2017, ça a été... Enfin, l'année 2016, ça a été une période un petit peu... voilà, j'ai fait mon aventure, c'était cool. C'était un peu la routine, je savais, je voyageais à droite à gauche, c'était sympa. Et puis, Nomad House, ça n'a pas fait beaucoup d'argent. J'en ai perdu 6 000 en tout. J'ai perdu 6 000 € à faire Nomad House, tout simplement parce que, encore une fois, j'étais dans cet état d'esprit de... C'est la fête, venez, c'est une grande maison, tout le monde est bienvenu. Mais au final, quand il faut payer le propriétaire à la fin, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu une anecdote plus qu'autre chose. On va passer. Voilà, donc ça c'est là où j'étais là-bas il y a 2 mois. Donc j'étais avec un groupe pareil de digital nomades. Donc là, voilà, c'est typiquement une retraite. En début de retraite, on donne un petit peu nos objectifs qu'on a envie d'atteindre durant les 30 jours. Et derrière, bon, là, vous ne la voyez pas, mais il y a une petite piscine sympa. Du coup, c'est là où on travaillait la plupart du temps. C'est-à-dire un grand espace, les gens se retrouvent le soir, on travaille, ou durant la journée, les gens essaient de bouger un petit peu en général. Mais on se retrouve tous les soirs pour soit manger ensemble, soit partager un moment, soit faire des meet-up un petit peu comme ça, discuter un petit peu de choses, de tout, quoi. Alors, mes meilleurs voyages, pour moi, c'est Bangkok, Bali, Budapest, Playa del Carmen. Tout simplement parce que c'est des villes qui sont, on le verra après, mais c'est des villes qui sont très faciles d'accès pour commencer. C'est-à-dire, si vous voulez démarrer aujourd'hui, ce sont des villes où il y a déjà des digital nomades, il y a déjà des communautés qui sont en place, il y a déjà des meet-up toutes les semaines qui parlent par exemple, de comment se retrouver dans la ville, quel type de visa, même ça va jusqu'au visa, il y a vraiment des gens qui vous prennent par la main et vous aident. Donc si vous voulez, j'en parlerai un peu, d'ailleurs cette slide ne sert à rien, mais est-ce que je vais dire la même chose après? Alors, comme j'ai dit, j'ai vécu avec 3 € par jour pendant 3 mois, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle pour le coup. Tout ça parce que je suis parti sans prévoir, c'est pour ça que je vais revenir après là-dessus, mais je vais vous parler un petit peu de comment commencer pour éviter les galères comme ça. J'ai loupé mon avion à Hong Kong parce que je devais retourner au Vietnam, mais il faut un visa pour retourner au Vietnam, j'ai oublié de le faire, j'ai attendu 15 heures, j'ai dormi dans l'aéroport, une galère, j'ai perdu 5 000 € avec Nomad House, j'ai eu la tourista pendant 10 jours. Je vous ai parlé des détails, mais c'est sympa. Le côté cool. J'aime bien le dernier. Une vie magique, ouais. C'est sûr que si je vous dis ma journée type, je me lève, il est 9 h, je vais surfer pendant 2-3 heures, je reviens, j'ai mon call avec mes clients pour juste le daily meeting. Je travaille pendant 4 heures, je mange, je vais manger soit un plat local ou soit, pour le coup on était plusieurs à la maison, donc tout le monde cuisinait quelque chose. Voilà, le côté, c'est sûr que ça attrait tout le monde, pouvoir voyager. J'ai fait, comme je l'ai dit, j'ai fait 24 pays, donc on est amené à rencontrer des gens, on est amené à rencontrer des paysages. Après, on apprend, c'est pour ça que j'ai mis j'aime les gens à la fin, c'est que en tant que freelance, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai longtemps considéré que j'étais capable de tout faire tout seul. C'est-à-dire, j'ai besoin de personne, je suis indépendant, je suis freelance.
Ouais, mais c'est cool quand il y a des gens qui partagent avec toi l'aventure. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réaliser que le voyage, c'est aussi des paysages, c'est aussi voilà, être au bord de la plage ou quoi que ce soit, mais c'est aussi pouvoir partager avec des locaux, même si on ne se comprend pas. C'est-à-dire, tu lui dis bonjour ou tu dis une phrase, personne ne te comprend, mais il sourit, il y a une espèce de communication autre que verbale. Et ça m'a vraiment fait un petit peu un déclic. Donc je dirais que c'est cool, quoi. Tout simplement, c'est cool. Le côté moins cool qu'on ne dit pas. C'est la tourista, c'est pareil, c'est la même galère. Voilà, alors, ce que j'aimerais accentuer aujourd'hui, c'est, ok, il y a le côté super cool, on voyage, on est sur la plage le lundi alors que tout le monde est en galère sur Paris quand il pleut. Enfin voilà, il y a plein de gens qui vendent le rêve de digital nomade. C'est cool, mais il n'y a pas que ça. Et derrière, il y a aussi le côté où c'est plus compliqué. C'est-à-dire, par exemple, le premier, devoir s'habituer à une nouvelle destination. C'est-à-dire quand on arrive, par exemple, à Bangkok pendant un mois, avec notre visa est généralement que de 30 jours, tu arrives, tu t'installes, voilà, tu vas chercher les premiers cafés, là où tu vas travailler durant la semaine. Après, tu vas rencontrer les gens avec 2-3 meet-up. Voilà, tu commences à avoir une routine dans le pays et dans la ville. Et au moment où tout est bien, ton visa s'expire et tu dois partir. Donc, sur le papier, ça n'a pas l'air si dramatique que ça, mais au final, à force de le faire, pour moi, sur 2 ans et demi, à un moment, ça use. C'est drainant, je dirais. Pareil pour organiser sa vie. En gros, il faut travailler. Si tu veux continuer à être digital nomade, il faut travailler. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, 3 mois après, ils sont là, j'ai plus d'argent, je rentre à la maison. Parce que tu as tendance à pas travailler. Quand tu es au bord de la plage, c'est dur de se dire je vais mettre la tête sur le laptop et je vais travailler pour mon client. Donc généralement, c'est aussi pouvoir avoir une routine, trouver une routine qui nous permet de garder le cap et de garder le rythme et ne pas trop, c'est pas ne pas trop profiter, mais voilà, il y a aussi vos clients derrière qui attendent que vous délivrer certaines choses et eux ils sont pas à côté de vous à Bali en train de profiter. Donc et avoir conscience de ça, c'est aussi organiser sa vie, organiser où est-ce que je dors la semaine prochaine, quel avion je prends. Généralement on s'y prend un petit peu en avance, sinon on paye cher. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qui sont pas forcément faciles tout le temps, notamment avec s'occuper de la logistique. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que la solitude est un problème qui revient, et c'est pas seulement mon expérience, mais dans beaucoup de personnes dans la communauté. C'est-à-dire on est tellement amené à découvrir des nouvelles personnes pendant longtemps, enfin pendant 30 jours. C'est-à-dire tu es 30 jours avec des gens, et pareil, encore une fois, tu es obligé de partir. Donc généralement, les premiers mois, c'est beaucoup pas de relations sans lendemain, mais de relations ouais, sans lendemain, c'est-à-dire on rencontre des gens, on les découvre, on apprend à se connaître, et puis après, pareil, il faut partir. Donc soit on a la chance de voyager avec des gens, ce qui est beaucoup plus cool, soit la solitude s'installe au fur et à mesure. Donc ça, c'est les côtés moins drôles. Maintenant, c'est à votre tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner ce que j'ai appris, tout simplement. C'est pas, vous n'allez pas découvrir j'ai pas d'idée de blague, mais vous m'avez compris. Par où commencer? Alors, faites pas la même erreur que moi. Avoir un client qu'on connaît bien, c'est généralement super intéressant parce que vous avez noué une relation de confiance avec cette personne. Donc, vous êtes capable de lui dire écoute, je vais voyager pendant un mois, je vais essayer. Et on voit ce que ça donne. Déjà, vous avez un petit peu de marge. Vous savez que vous allez toucher toucher de l'argent. Toucher de l'argent à la fin du mois. Donc, ça apaise et ça rend la décision un peu moins compliquée pour partir. Ou vous avez des économies. Ça aide. Par où commencer? Il y a aussi les retraites, donc comme Nomad House, je ne suis pas tout seul. Il y a Unsettled des Wi-Fi Tribe qui, eux, pareil, organisent tous les mois dans des destinations un petit peu diverses dans le monde. Pareil, des retraites pour les digital nomades. Donc vous avez 30 jours, vous êtes avec des gens qui sont sélectionnés, qui fit et qui sont dans le même état d'esprit que vous. Super cool pour commencer parce que vous n'avez pas besoin de vous soucier de rencontrer des gens, tout est à disposition. C'est-à-dire vous avez juste à ouvrir votre porte de votre chambre et aller parler à la personne ou aller travailler
dans le salon. Enfin voilà, c'est vraiment un bon package, je dirais, pour commencer l'aventure et se dire ok, maintenant je tente l'aventure digital nomade. Sous la même forme, mais un peu plus je dirais, flexible, il y a les espaces de co-living. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous avez déjà entendu parler des co-living? Un espace de co-living, c'est la plupart du temps une maison, ou alors un grand espace, avec plusieurs chambres, où, dans le même état d'esprit, les gens viennent parce qu'ils sont digital nomades. Donc c'est un peu comme une grosse colocation, mais avec un but bien précis, que tout le monde partage le même état d'esprit. Donc soit des freelances, soit des travailleurs en remote, ou soit des digital nomades. Donc encore une fois, l'avantage, c'est que vous rencontrez des gens qui sont dans le même délire, j'ai envie de dire. Donc vous avez Oddsite, qui est présent maintenant sur toute l'Amérique latine et qui arrive maintenant en Europe, notamment à Lisbonne. Ils viennent d'ouvrir un espace à Lisbonne. Mon ancienne cofondatrice est chez eux. Sun & Co, qui est un espace à Ravea en Espagne, qui est super sympa. Et sinon, vous avez coliving.com, où c'est la liste vraiment de tous les espaces que vous pouvez trouver en Europe ou dans le monde. Ce que je recommande, encore une fois, c'est on a le choix soit de faire beaucoup de destinations en peu de temps, ou alors prendre son temps et vraiment essayer de s'inspirer de la vie locale et essayer de s'imprégner un petit peu de la culture, etc. C'est pour ça que je préconise 1 mois ou 2. Parce que le premier mois, on s'installe, le deuxième mois, on profite. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça prend vraiment du temps de se sentir à l'aise dans un pays. Donc, les petits voyages d'1 semaine, sur 2 mois, ça va, mais sur 6 mois, vous allez vraiment vous fatiguer. Quelles destinations? Ça, c'est les destinations qui sont là où il y a le plus de digital nomades aujourd'hui. Medellín, il n'y a plus Pablo Escobar, mais il n'y a que des digital nomades maintenant. C'est vraiment une niche à digital nomade parce que c'est abordable. C'est dans l'Amérique latine, c'est plutôt cool. C'est pas très cher, donc c'est vraiment un spot sympa. Si vous voulez un petit peu plus de nature, vous avez Bali, qui est le paradis un petit peu pour les digital nomades. C'est-à-dire, c'est vraiment une vie Instagram, quoi. Tu vas dans un café, il y a vraiment tout pour que tout se passe bien, quoi. Ils ont des prises, ils ont le wifi qui est fort, ils ont vraiment tout prévu pour que tu restes. Il y a même la petite anecdote, il y a même des pancartes sur les tables qui disent que de midi jusqu'à 3h, les digital nomades sont interdits. C'est vraiment marqué digital nomades sont interdits, pour vous dire l'influence que ça a eu. En Europe, il y a Budapest, Lisbonne et Barcelone. Budapest, ça reste une ville super cool, il y a pareil énormément de digital nomades là-bas. Lisbonne, j'ai pas aimé parce qu'il y a la plage, elle n'est pas tout de suite sur la ville. Du coup, Barcelone, c'est un peu plus cool pour ça, mais Lisbonne, c'est pareil, il y a beaucoup de monde là-bas. Où dormir? Encore une fois, je reparle de co-living. C'est pour moi un très gros plus parce que vous avez accès à la communauté. Communauté, c'est community living. Donc c'est pour ça que, pour moi, la communauté, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous commencez à voyager en tant que digital nomade. Donc se rapprocher de ce genre de concept, c'est toujours bien. Sinon, Airbnb, c'est la deuxième solution, la plupart du temps, soit en chambre privée dans un espace plus grand, ou alors vraiment un appartement à soi. Le problème, c'est que c'est un petit peu cher. Donc, soit vous avez la chance de partager les frais avec une compagne ou un compagnon, ou alors vous pouvez vous décider de prendre seulement une chambre dans un appart complet, qui est aussi une chose intéressante. L'avantage, c'est qu'on a son chez-soi, on se sent un petit peu plus chez soi qu'un hôtel ou une auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'est pour moi c'est très dur d'avoir l'état d'esprit de travailler et en même temps d'être dans une auberge de jeunesse, parce que les gens ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de travailler. C'est plutôt la fête et le bordel. Du coup, c'est plus compliqué de se concentrer et d'avoir un rythme de travail et de pouvoir continuer cette vie de digital nomade. Où travailler? Il y a une application qui s'appelle Work Hard Anywhere. Donc, dans toutes les grandes spots du monde, vous avez une map où vous pouvez trier les espaces par est-ce qu'il y a de la place pour pouvoir s'installer, est-ce qu'il y a des prises, est-ce que le Wi-Fi est performant, est-ce que je sais pas, il y a plein de trucs, il y a plein d'informations là-dessus, c'est très très bien.
Workfrom, c'est pareil, c'est un site qui est dans le même genre, ça recense les établissements où on peut travailler, que ce soit, comme je dis après, les bibliothèques ou des espaces de coworking ou des gens qui accueillent d'autres nomades chez eux pour travailler. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations sur ces deux sites. Après, ce que j'aime bien faire, moi, quand j'arrive dans une ville, c'est il y a souvent énormément d'articles de blog qui parlent des meilleurs cafés pour travailler ou des meilleurs coworking ou des meilleurs spots pour travailler dans une ville. Il y a toujours un article de quelqu'un qui a fait ça. Dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais c'est une source d'information super importante. Les bibliothèques, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Dans tous les pays du monde, c'est gratuit. Généralement, il y a le Wi-Fi. Vous ne pouvez pas prendre d'appel, mais au moins, vous pouvez avoir un espace sans trop dépenser dessous. Et je rajouterais, j'ai perdu ce que je voulais rajouter, mais je ne sais plus. Quel est le problème des coworking? C'est que le coworking, c'est cher. Coworking, c'est cher. En général, c'est cher et je trouve que le coworking, c'est rare que la communauté soit présente. Généralement, tu arrives, tu t'installes, personne ne te parle et tu repars à la fin de la journée et au final, tu n'as pas bénéficié du coworking, quoi. Donc c'est à double tranchant. Il y a des coworking qui sont super sympas et qui sont vraiment axés sur la communauté et d'autres c'est vraiment juste un espace de travail, quoi. Paris, par exemple, Moi, je vais souvent chez Upsy. Je ne sais pas si vous connaissez sur Paris. C'est des bons gars. Upsy. H-U-B-S-Y. République. J'ai fait Réaumur au début. Je me suis déplacé. Où rencontrer les gens. Très important. Les groupes Facebook de Digital Nomad. Il y en a dans toutes les villes que j'ai citées avant. Il y a un groupe pour chaque ville, avec 20 à 22 000 personnes sur les groupes. C'est très gros. Ce qui est bien sur ces groupes, c'est que vous allez avoir énormément de conseils de type le visa, c'est-à-dire est-ce que vous devez faire ce qu'on appelle les visa runs, c'est-à-dire quand vous êtes à la fin de votre visa, vous pouvez sortir du pays, re-rentrer et rebénéficier du même visa. Donc tous ces genres de petits détails sur le côté légal, sur le côté propre à chaque ville, c'est très important d'être dans ce genre de groupe de Facebook. Pareil, meetup.com, ce genre de meetup, il est aussi il y a équivalent dans d'autres pays, c'est une source on rencontre généralement des gens qui sont plus ou moins dans le même état d'esprit, donc c'est super sympa. Co-living, coworking, je radote, mais c'est vraiment le point fort de la vie de digital nomade. Les retraites que j'avais parlé avant. Quand je dis activités, je parle d'activités qui sont des activités où vous n'allez pas forcément dire oui parce que vous avez la flemme ou parce que c'est nouveau et vous ne voulez pas tester. J'ai rencontré des gens formidables dans des activités où j'aurais jamais cru. J'ai pas d'exemple là, mais j'aurais jamais cru rencontrer des gens. Et du coup, digital nomade aussi, c'est aussi dire oui sur des choses où on n'est pas forcément à l'aise, où on n'est pas forcément confortable de faire. Et c'est bien aussi de sortir un petit peu de cette zone de confort. Voilà, ça se trouve, vous aimez faire des plats grecs ou j'en sais rien, ça aide. Alors, comment moi je me suis organisé durant mes voyages? La plupart du temps, j'essaie de travailler le matin, c'est-à-dire de 8h à 13h, donc faire une grosse session le matin, quand je ne surfais pas, sinon je travaillais. Après, je faisais un gros break durant la journée pour pouvoir... En fait, le truc, c'est que soit on travaille et on fait que travailler au final, et ça n'a plus aucun intérêt d'être dans un pays paradisiaque. Du coup, d'avoir un gros break dans la journée, ça me permettait d'aller dehors, de me faire une petite pause après manger, éviter de m'endormir sur le canapé et d'aller profiter, de voir, de me balader, prendre mon scooter et aller vraiment vadrouiller dans le pays, enfin autour de chez moi. C'est pour ça que je dis rencontrer, partager, découvrir pendant la journée, c'est super important de se forcer. C'est pour ça qu'aussi, à la longue, ça devient un petit peu... ça devient aussi drainant en énergie, c'est qu'on est toujours obligé d'aller à droite à gauche, sinon on se retrouve très vite tout seul. Il n'y a personne pour vous dire, il n'y a pas votre meilleur ami qui est là et qui dit « Ah, viens, on va boire une bière » ou quoi que ce soit. Pomodoro, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette technique, c'est une technique, c'est des blocs de 25 minutes où on se concentre sur une tâche, avec une pause de 5 minutes à la fin. Pourquoi je dis Pomodoro? Ça me permet d'être efficace. C'est-à-dire, si je suis sur mon ordi, je préfère que ça soit efficace. Je ne vais pas me retrouver à être sur YouTube ou Facebook, qui prend beaucoup de temps. Et du coup, avoir vraiment ce temps où je suis focus à fond sur ce que je fais. Et après, comme ça, je peux aller profiter.
Si vous voulez, fuseau horaire, c'est aussi important. S'assurer qu'on est sur le bon fuseau horaire avec son client pour notamment tout ce qui est meeting, appel et tout ça, c'est un outil très important. Donc il y a World Time Buddy qui est grave cool. Devenir digital nomade, c'est aussi en tant que freelance être hyper communicant. C'est-à-dire, pas dire je vais aux toilettes, mais presque. C'est-à-dire que votre client doit être au fait de ce que vous faites pour pouvoir, eux, planifier leur journée, planifier sur ce que vous allez délivrer ou pas. Et il est mieux de dire, bah voilà, là, je ne suis pas disponible pendant les 3 prochaines heures que ne pas être disponible pendant les 3 prochaines heures et qu'il y ait un pépin que vous devez régler et que le gars ne peut pas vous joindre. Et bien sûr, à la fin, c'est aussi trouver son style. Ça, c'est mon style. Chacun a son style. Chacun trouve un petit peu la façon de faire qu'il a pour pouvoir travailler et être efficace. Il n'y a pas de solution. C'est vraiment, il n'y a pas de miracle. Il n'y a qu'une solution pour travailler en remote. C'est vraiment, vu qu'on est amené à être dans un environnement qu'on ne connaît pas du tout, c'est aussi l'occasion de se découvrir et apprendre un petit peu à se connaître. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, moi, je suis plus efficace de 6h jusqu'à 10h du matin. Ben, une fois que vous le savez, vous pouvez le faire et un petit peu commencer à créer cette routine. Divers. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cet emoji, mais ça matchait bien. Souriez tout le temps, c'est important. Je sais qu'en tant que Français, on ne sourit pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est super important. Ça paraît bénin comme truc, mais quand on sourit aux gens à l'étranger, les gens vous sourient. Ça apporte ce côté chaleureux. C'est un détail, mais pour moi, ça a été un peu une révélation de me dire que voilà, on pouvait communiquer sans pour autant avoir des mots qu'on partage. Enfin, en gros, si on n'a pas la même langue et qu'on sourit, le sourire, c'est international. Je fais un petit peu... Hey, je sourire à tout le monde. Sortez de vos zones de confort, ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire... Vraiment, il y a des moments où vous allez vous dire bah non, moi j'ai pas envie de faire ça, mais au final c'est peut-être le moment où vous allez rencontrer quelqu'un de magique, où vous allez pouvoir faire une activité qui au début vous paraissait pas super, mais au final vous aimez ça, donc c'est important. French Digital Nomad, c'est un groupe sur Facebook où il y a maintenant 1600 membres, si je me souviens bien. Donc tout ce qui est questions légales sur voilà, je suis freelance, mais je suis en EURL ou je suis en SAS, tous ces genres de questions, parce que c'est un peu une zone grise encore aujourd'hui, tout ce qui est légal sur le côté digital nomade. C'est-à-dire si on est plus de 6 mois en France, plus de 6 mois à l'étranger quand on est en France, on n'est pas imposable en France, mais aussi il faut payer ses impôts quelque part. Donc c'est un petit peu plein de cas particuliers qui est intéressant quand on est dans ce genre de communauté, parce qu'on peut demander à des gens qui ont déjà fait ce genre de problème, ou qui ont déjà eu ce genre de problème, pardon. Et donc c'est intéressant. Il y a une communauté qui s'appelle Remotive aussi, qui est vraiment plus basée sur les gens qui travaillent en remote. Donc pareil, c'est que des gens qui sont en remote, qui sont ensemble dans un Slack. Et là encore une fois, quand vous êtes dans un pays, vous pouvez parler aux gens et dire bah regardez, moi je suis à Bangkok, est-ce qu'il y a des gens, on se rencontre et finalement créer des liens. Pareil pour Nomad List, il y a la même chose. C'est un peu tout. Je crois que j'ai fait le tour. Merci. Qui a une question? Alors pour toutes les questions, il faut parler dans le micro, c'est ça? Exactement. Comme ça, est-ce que tu peux le passer? Je crois qu'il est allumé, je ne suis pas sûr. On parle directement? Ouais. Ah. Bon, bonsoir à tous. Personne. Donc, moi, c'est Samy. Enfin, je n'ai pas encore collé. Je vais rester encore anonyme. Juste par rapport à tes slides, quand tu parlais des retraites et du co-living, il y a vraiment une différence entre les deux, entre retraite et co-living, en termes parce que tu disais que co-living, c'est aussi plus la communauté des nomades digitales qui y vont, mais vu qu'il y a aussi les retraites, je n'arrive pas à voir la différence entre les deux. Les retraites, c'est vraiment un groupe qui, pour lui, est tous les mois dans une nouvelle destination. C'est-à-dire, par exemple, les groupes qui organisent comme Unsettled ou même Nomad House, ouais. Chaque mois, on bouge dans certaines destinations. Alors que co-living, lui, va vraiment être fixe dans un pays, et il va être là à l'année, il ne va pas bouger, et les gens viennent au co-living. D'accord ? Alors que les retraites, tu suis un petit peu les retraites. C'est-à-dire, en mois de juin, tu es à Bali, et au mois de juillet, tu es à Ho Chi Minh, par exemple. Donc les retraites bougent, alors que le co-living, lui, reste
reste dans un pays pour toute la vie presque. Enfin, jusqu'à ce que ça marche plus, quoi. Ok, merci. Derrière toi. Bonjour. Bonsoir. J'ai une question par rapport au visa. Quel type de visa tu prends pour... La plupart du temps, tu restes enfin, en tout cas, la plupart des gens restent en visa touriste parce qu'il te permet la plupart du temps, rester 30 jours. On a la chance en France d'avoir des accords un petit peu dans le monde pour pouvoir rester 30 jours. Dans certains pays, tu as la possibilité aussi d'étendre ton visa. C'est-à-dire à Bali, par exemple, tu peux prendre un visa de 30 jours avec une extension de 30 jours. Donc il y a des pays qui commencent à un petit peu changer leur visa pour pouvoir accueillir des gens comme nous. Et la demande des visas, tu l'anticipes combien de temps à l'avance? C'est quelque chose qui... T'as pas besoin. T'arrives à l'aéroport, on te donne ton visa. Sauf dans certains pays qui sont, par exemple, Ho Chi Minh, par exemple au Vietnam, tu es obligé de demander ton visa en avance. C'est généralement une semaine, c'est rapide, c'est pas des visas compliqués. Après voilà, si tu veux aller en Russie, je sais qu'il faut un visa, c'est un peu plus compliqué. Enfin, tout dépend des pays, mais la plupart du temps, tu peux arriver, te poser, et tu passes la douane et te mettre le tampon de 30 jours. Salut. Bonsoir. Est-ce que tu as déjà bossé avec des partenaires asiatiques? Et si oui, comment tu as réussi à franchir la barrière de la langue? Parce que je crois savoir que là-bas, ils ne sont pas forcément très bons en anglais, presque comme les Français, quoi. Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas eu l'occasion de collaborer avec des gens, des Asiatiques, sur place, en tout cas sur Bangkok ou quoi que ce soit. Mais je connais des gens qui l'ont fait et que ça s'est passé. Il y a quand même des gens, par exemple Hong Kong, ça reste un pays asiatique, mais tout le monde parle anglais. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de pays maintenant qui parlent anglais. Les Philippines parlent très bien anglais, même la Thaïlande parle anglais de plus en plus. Donc j'ai pas eu l'occasion de collaborer avec eux, mais je sais que les gens ont trouvé ça plutôt facile. Après, toujours, t'as pas d'easy, on a tous vu La Vérité si je mens, il y a toujours des galères, mais sinon ça va. Salut, alors j'ai une question au niveau du métier. Quels sont les types de métiers que tu as rencontrés parmi les digital nomades? Donc, toi, tu nous as dit que tu étais dev front. Ouais. Et est-ce qu'il y a des métiers où tu es plus apte à travailler de cette manière, plus que d'autres? C'est une très bonne question. Alors, c'est sûr que les développeurs, c'est plutôt simple. C'est un métier qui est très, je dirais, individuel dans un premier temps. On n'a pas besoin d'être entouré de personnes pour pouvoir faire... Développeur, c'est très vaste aussi. Ouais, c'est le plus simple, je dirais. Après, j'ai rencontré énormément de designers, énormément de gens qui faisaient du design. J'ai aussi rencontré des écrivains en freelance qui écrivaient pour des publications de type Huffington Post ou Skyscanner, enfin vraiment des gens qui écrivaient en freelance. J'ai aussi rencontré... et puis, après, il y a vraiment des jobs qui ne sont pas du tout faits pour, et les gens ont réussi à l'adapter pour pouvoir voyager. Il y avait quelqu'un qui faisait du sales et qui se trimballait. Alors c'est une anecdote, mais elle se trimballait avec le téléphone qui est lié vous savez, les gros téléphones où il y a le truc conférence, etc. Elle se baladait en tant que digital nomade avec son téléphone à travers le monde. Donc il y a des gens qui au final arrivent à trouver les solutions pour devenir remote, mais c'est vrai que designer, chef de projet, tous les métiers un petit peu de la tech, c'est sûr que c'est plus aisé. D'autres questions? Qui sont tes clients? Attends, je te passe le micro. C'est l'ordre du chef. C'est un bon point. Bonjour, donc j'étais intéressé par savoir qui sont tes clients en tant que freelance. Est-ce qu'ils sont sur place? Tu trouves des jobs freelance sur place? Ou bien est-ce que tu as des clients que tu as dit en remote? Comment ça se passe le business quand tu es alors, j'ai eu de la chance d'avoir fait un petit peu de temps à Montréal, donc j'ai pu nouer des relations avec des startups et des sociétés à New York et à San Francisco. Donc j'ai pu, dans un premier temps, avoir ces personnes pour pouvoir partir en remote. Donc c'est généralement des startups qui sont à l'envergure de Comet aujourd'hui, c'est-à-dire 45 personnes, et qui ont un besoin d'un soutien sur la partie technique. Ou alors, c'est là où j'ai découvert Comet et c'était génial,
c'est que mes 3 premières missions chez Comet étaient en remote. Donc généralement j'ai toujours, pourquoi? Parce que c'est plus intéressant de travailler avec un salaire français qu'un salaire balinais. Je sais, c'est pas bien de dire ça, mais du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir nouer des relations avec... la plupart du temps, les personnes ne vont pas vous faire confiance, surtout en France par exemple, ne vont pas vous faire confiance d'entrée pour être remote. C'est-à-dire ils vont vous dire oui, mais qui m'assure que tu fais le travail, qui m'assure que tu fais bien les heures, etc. Donc généralement ce que je fais, c'est que je fais 1 mois sur place avec le client, et puis après, si c'est une mission qui est amenée à durer, je lui dis, bah voilà, je le préviens, et je lui dis, bah par exemple, je vais être en déplacement pendant 1 mois dans tel pays. Et je trouve que c'est un petit peu le truc idéal, c'est-à-dire je montre que je suis quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, et après je me dirige vers l'étranger. D'autres questions? Ouais, tu peux... Est-ce que j'ai fait des allers-retours entre la France et d'autres pays? Je répète ta question. Non, j'en ai fait qu'un, parce que c'était vraiment, j'avais plus de mission en freelance et quoi que ce soit. Je me suis forcé à revenir en France pour pouvoir un petit peu renflouer les caisses et pouvoir repartir. Parce que je considère pas que voilà, mes voyages, au final, quand tu as la possibilité de travailler un petit peu partout, tu as juste besoin de... C'est pas très grave si je reviens en France pendant 1 mois, je peux repartir le mois d'après. Donc, puis vu qu'avec les avions, on n'a pas besoin on peut vraiment partir en période creuse ou des choses comme ça, du coup ça revient pas si cher que ça. Dis-moi. Bonsoir. Actuellement, avec les principaux clients, par rapport au projet que tu participes sur les phases spécifiques du projet ou tu accompagnes sur le projet jusqu'à Ça va dépendre beaucoup du projet, en général. Là, mes derniers projets, ça a été beaucoup de... je donnais un renfort à l'équipe, c'est-à-dire ils avaient déjà en place leur planning, voilà, qu'est-ce qu'on va délivrer tel jour, etc. Après moi, voilà, dans un premier temps, je suis développeur, puis après tu commences à toucher un petit peu à tout. Donc ça dépend vraiment de quel type de client, je dirais, que tu as. Tu as des clients qui sont plus déjà organisés et tu as d'autres qui sont, voilà, moi j'ai un brief, j'ai envie de faire une application, est-ce que tu peux m'aider? Et dans ce cas-là, tu l'accompagnes de A à Z. Et là, ça demande de l'organisation. Et petite question, aujourd'hui, tu as une activité de développeur JavaScript? Ouais. Ta période de vie, c'était uniquement ça, ta période de Ouais, c'était un mix entre Nomad House et freelance quand ça allait moins bien. Mais oui, j'ai gardé mon activité et c'était celle-là qui me permet de mon activité avec mon entreprise en France. J'ai une URL et du coup, ça me permettait de facturer mes clients malgré tout que je sois à l'étranger. Merci. Pas de problème. J'aime bien faire voyager le micro, c'est mieux. C'est plus convivial, tu vois, tout le monde se regarde, tout le monde partage. Il est allumé? Non? C'est bon. Du coup, tu évoquais que tu avais eu à un moment des difficultés avec Nomad House. Du coup, j'aurais aimé savoir où tu en étais maintenant. Ouais. Et si jamais il y a toujours des difficultés, qu'est-ce qui coince du coup selon toi? Je dirais que je suis un peu victime de mon tempérament, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, j'étais ouais, c'est cool, venez. Au final, il n'y avait pas trop d'organisation en termes de business. C'est-à-dire que oui, j'avais des clients parce j'ai eu la chance d'être appuyé par le fondateur de Nomadlist, Peter Levels. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu gagné cette crédibilité. Et puis en fait, c'est que quand tu budgétises des maisons ou des choses comme ça, il faut vraiment aller spécifier chaque dépense que la société va avoir. Et moi, j'oubliais de temps en temps un petit peu des lignes. Et du coup, à la fin, tu as des surprises. Mais je dirais que si je devais aujourd'hui... Parce que là, je prends une petite pause de 6 mois, 1 an, parce que j'ai envie de m'appliquer pour pouvoir refaire des retraites et pas être dans l'euphorie et continuer à perdre de l'argent ou continuer à faire n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui, si je recommencerais, ça serait vraiment bien plus organisé, c'est-à-dire vraiment une phase d'inscription qui se termine de tel jour, vraiment un peu plus guider la personne durant la phase d'inscription pour que quand elle arrive à la retraite,
elle est toutes les informations, parce qu'aujourd'hui, tu payes, c'était 2100 € quand même, et c'est tout, quoi. Et en fait, rendez-vous le 29 mai à l'aéroport de Bali. Donc, il y a des choses où moi, je ne prenais pas les choses forcément sérieusement, mais les gens, quand tu payes 2100 €, tu as envie d'avoir un petit peu plus d'informations que ma tête de Google sur la page d'accueil, tu vois. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, au début, je dirais que tu apprends au fur et à mesure. Audrey. Et en tant que digital nomade, quand tu pars, question pratique en fait de dépenses, est-ce que tu peux utiliser l'argent de ta boîte pour l'avion, pour le paiement du logement? Parce que en gros, on peut te dire ouais, mais ça t'apporte rien pour ton travail d'aller à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a moyen de justifier ça? Je dirais que c'est toujours prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le justifier pendant peut-être 2 mois, et puis après, il faut aussi contrebalancer. Après, derrière, la personne elle va dire oui, mais elle était restée pendant 6 mois à Bali, est-ce que ça t'a vraiment apporté du business ou tu étais juste en train de profiter sur la plage? Donc c'est vraiment une zone grise encore qui est aujourd'hui pas forcément bien déterminée, et c'est assez dur de... Soit tu as de la chance et il n'y a pas de souci, soit c'est un peu plus compliqué et tu peux avoir des problèmes, quoi. Ouais, bon, encore moi. Juste parce que je projetais de partir là à court terme et j'hésitais, vu que toi tu as fait Playa del Carmen, j'avais celle-ci comme destination parce que je parle espagnol. Okay. Donc c'était celle-ci par facilité. Ou sinon il y avait Chiang Mai en Thaïlande. Ouais. Et est-ce que le fait que le décalage horaire, donc par exemple, s'il est 9h à Paris, il va être 4h du mat par exemple à Playa. Ouais. Et tandis que à mon avantage, quand il est 9h en Thaïlande, le client il dort encore, donc j'ai une avance sur lui, je suis un peu dans le futur par rapport au client. Ouais. Donc il y a que, est-ce qu'il y a un avantage en fait aussi par rapport au décalage horaire par rapport au client ou à 9h quand il se lève, j'ai pratiquement bouclé le travail de la journée ou entre parenthèses. Je dirais que en fait si tu te lèves avant lui, il va te rester encore de la journée, c'est-à-dire que si quand lui se lève, tu as déjà terminé ta journée, il va toujours te faire un retour de dernier moment et tu vas être bloqué parce que tu as encore du temps. Enfin, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est-à-dire à 17h il s'est levé et il me fait une liste de retours que tu étais entre les deux. Est-ce que je le traite aujourd'hui ou je lui dis non, attends demain. Donc j'ai trouvé plus intéressant d'être par exemple en avance, c'est-à-dire à Playa del Carmen ou par rapport à mon client, et pouvoir lui dire non, j'ai encore du temps sur ma journée de travail, c'est-à-dire que quand lui il se lève, quand il termine sa journée, il est encore 13h chez moi, c'est-à-dire que je peux vraiment pouvoir traiter les feedbacks de la personne sans que ça mange sur mon temps perso, quoi. Je sais pas si c'était clair, même moi je me suis embrouillé. Mais non, après c'est une gestion. Je dis pour un premier début, si c'était mieux d'être... Il n'y a pas vraiment de... Est-ce que c'est vraiment personnellement, toi, est-ce que tu te sens plus à même à être en avance sur ton client? C'est confortable dans certaines situations. Tout dépend de ton client après. Est-ce qu'il est flexible? Est-ce qu'il s'en moque et il te fera travailler jusqu'à pas d'heure? À toi de mettre les... C'est pas parce que t'es remote que c'est la fête, quoi. T'es pas obligé de travailler tout le temps, t'es pas obligé de... Et souvent, on perd un petit peu la limite. Est-ce que je termine à 18h? Est-ce que je termine à 22h? C'est souvent assez flou, quoi. Ok. Parce que j'ai un ami qui est à Chiang Mai, au coworking The Camp, là. Ouais, Open Space. Ouais, il m'a dit c'était cool. Après, sur Playa, j'ai pas de visibilité sur Chiang Mai, c'est la capitale des digital nomades. C'est vraiment... J'y suis jamais allé, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment le numéro 1, quoi. C'est pas cher pour y vivre, c'est 700 $ au mois, tout compris, presque. Et c'est vraiment, si tu veux rencontrer des gens, c'est vraiment le spot, quoi. Ok. Chiang Mai, en Thaïlande. Okay. C'est vraiment, pour le coup, c'est la capitale. C'est là où il y a tous les digital nomades, tout est fait pour, c'est vraiment sympa. Bon, je note. Merci. Pas de problème. Vous battez pas, les gars, vous battez pas. Au niveau d'assurance, comment tu as prévu ton voyage en termes d'assurance, comme si tu avais un accident à l'étranger et que tu voyages dans 30 pays différents, comment ça se passe? Tu as des services qui s'appellent World Nomads, qui eux sont une assurance spéciale pour les nomades, pour les gens qui voyagent
un peu comme nous. Après, moi, je suis parti vraiment, comme je l'ai dit, à l'arrache. C'est-à-dire, j'avais pas d'assurance, pas de sécurité sociale, j'étais plus rattaché au système français. Donc, en gros, s'il m'arrivait un pépin, j'étais mal. Jamais tombé malade? J'ai jamais eu de pépin, sauf la tourista en Inde, mais à part ça, tout va bien. Donc, mais après, oui, tu as des services qui sont faits que pour les gens qui voyagent et travaillent en même temps. Moi, j'ai une question par rapport à l'opportunité de se créer un réseau professionnel. Est-ce que le fait d'être digital nomade, vu qu'on va dans des villes où il y a beaucoup de digital nomades, ça permet de créer des interconnexions, être intermédiaire pour des différents business? Ouais, clairement. C'est pour ça que je dirais que pour tout ce qui est networking, le côté retraite, c'est souvent super intéressant. En tout cas, les gens qui venaient dans Nomad House étaient des gens qui avaient vraiment envie de networker et pouvoir commencer à se créer un réseau de freelance ou de gens ou de personnes intéressantes, d'entrepreneurs ou quoi que ce soit. Pour les simples bonnes raisons que si quelqu'un a les moyens de payer 2100 € par mois, généralement, c'est que ça assure un minimum, ça assure qu'il il a une rentrée d'argent, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il n'est pas en mode touriste, quoi. Donc, je dirais retraite, co-living, c'est super pour networker parce que tu es avec les gens, tu peux apprendre à les connaître. Et vraiment sentir si tu es capable de travailler avec cette personne ou pas. Puis des fois, ça se refile aussi des missions. Je ne peux pas travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison ou quoi que ce soit? Merci. Moi, du coup, j'ai une question logistique sur le logement. Ouais. Est-ce qu'en France, toi, tu as un logement à toi ou tu squattes un peu à droite à gauche quand tu reviens? Je squattais chez mes parents, qui squattaient chez mes grands-parents. Du coup, c'est très convivial, quoi. Non, ouais, pour le coup, je suis pas propriétaire, je suis pas locataire. Mais là, en ce moment, je dirais après avoir fait 3 ans à l'étranger, de bouger partout, j'ai envie d'avoir mon espace à moi, où c'est chez moi, il y a mes poubelles, je fais la vaisselle, etc. Tout simplement si j'ai envie de partir, après, je sais que j'ai un espace. Donc, je peux très facilement le mettre sur Airbnb et pouvoir après partir, quoi. Donc avoir une sorte de semi-nomade, c'est-à-dire j'ai une base et je peux bouger un petit peu partout quand ça me chante, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de nomades en fait qui sont en couple ou c'est plutôt des solitaires en fait qui voyagent? J'étais en couple pendant 9 mois de ma vie de nomade. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, qui se trouvent, surtout en tant que... Quand on est 30 jours dans une villa avec des gens, ça amène qu'il y ait forcément des rapprochements. Donc, ça veut dire que dans le couple, en général, les deux sont en digital nomade également ou c'est plutôt... Ouais. Ou soit, généralement, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une personne qui est nomade et l'autre personne qui est en transition et qui s'appuie un petit peu sur le fait que la première personne est nomade pour... s'enrichir d'expérience et pouvoir, elle aussi ou lui aussi, passer à l'étape digital nomade. J'ai une deuxième question sur la moyenne d'âge en fait des digital nomades. Et tu vas croire que c'est plutôt la vingtaine, mais c'est plutôt la moyenne qu'on a eue sur toutes les expériences Nomad House. On est plus aux alentours de 35-36 ans d'âge de moyenne. C'est-à-dire on a vraiment... il y avait quelqu'un qui avait 57 ans, il y avait un autre gamin qui avait 17 ans, quoi. Donc c'était vraiment large comme spectre. Merci. Pas de problème. Ah, les pizzas. Merci à tous, j'espère que...